Bonjour à tous, bienvenue dans ce 5e épisode de la série Mon portefeuille PEA, série dans laquelle je fais le point chaque mois sur l'évolution de mon portefeuille PEA. Alors, comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Alors par ailleurs, le portefeuille présenté dans cette vidéo n'a pas vocation à être répliqué, celui-ci correspondant à des facteurs, c'est-à-dire un profil d'investisseur, un horizon d'investissement et une approche spécifique à l'auteur de cette vidéo. Enfin, tout investissement boursier implique des risques, dont le risque de perte partielle ou totale de l'investissement de départ. Il est donc primordial que vous fassiez votre propre analyse avant d'investir en bourse. Alors, on va regarder l'évolution du portefeuille, je vais commenter l'évolution de mon portefeuille PEA. Alors un point important, c'est que vous aurez remarqué que cette vidéo arrive en ligne, est mise en ligne un peu en retard. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré des petits problèmes d'informatique ce week-end qui m'ont empêché de monter et d'encoder mes vidéos. Donc j'ai récupéré un matériel de rechange en attendant pour pouvoir monter mes vidéos cette semaine. Et donc j'imagine que les choses vont reprendre leur cours d'ici une semaine, 15 jours maximum. Voilà. Alors on va revenir un peu sur le portefeuille pour voir que celui-ci a repris environ 500 € par rapport au mois dernier, puisque la valorisation totale du portefeuille est d'environ 9 754 €. Alors on peut remarquer également que le solde d'espèces a pas mal augmenté, et je vais expliquer pourquoi, puisqu'en fait j'ai allégé certaines lignes ici. Donc j'avais procédé à des apports au cours des mois précédents, cependant donc je l'avais fait dans l'optique potentiellement de renforcer certaines positions si des opportunités se présentaient. Ceci étant, les opportunités s'étant présentées un peu avant et ne se présentant plus, j'ai préféré ce mois-ci ne pas faire d'apport supplémentaire. Tout simplement puisque je préfère déposer des liquidités sur un livret A plutôt que de recharger sans cesse mon portefeuille PEA. En tout cas, le solde d'espèces du portefeuille PEA. Alors, autre point important, on voit que le portefeuille est toujours en moins-value latente. Comme je l'avais expliqué dans la dernière vidéo, ceci n'a pas vraiment d'importance pour un investisseur de long terme. Il faut bien avoir conscience que lorsqu'on investit en bourse, on doit avoir conscience qu'on peut perdre éventuellement jusqu'à 50% de la valeur du portefeuille. D'accord? Donc c'est-à-dire que le portefeuille, au cours d'un cycle baissier, d'un bear market, peut baisser d'environ 50%. C'est des choses qui arrivent régulièrement et donc c'est des choses auxquelles il faut être préparé psychologiquement. Alors, on va regarder un peu les différentes lignes du portefeuille. Ce qu'on peut voir, c'est que donc, comme d'habitude, j'ai classé les lignes donc par ordre de valorisation, donc avec la valorisation la plus élevée en haut, c'est-à-dire Total ici, et la valorisation la moins élevée en bas, c'est-à-dire la société BIC ici. Alors, je décrirai un peu l'allocation dans une deuxième partie. Ce qu'on peut voir ici, c'est que donc Total est toujours ma première ligne, la première ligne de mon portefeuille, puisque Total représente, est valorisé en tout cas à la fin du mois d'avril à hauteur de 2069 €, suivi de ma position sur l'ETF turc. Alors, j'ai reçu pas mal de commentaires sur l'ETF turc. J'aurai l'occasion d'expliquer ma stratégie sur les ETF, probablement dans une vidéo et probablement d'ici quelques mois, quelques trimestres. Donc on voit que ma position sur la Turquie correspond toujours à ma deuxième position la plus importante, puisque l'ETF représente 1819 € en termes de valorisation. On voit en bas, donc dans les lignes les moins importantes, on va voir ici les lignes, donc j'ai une ligne Lyxor CAC 40 ETF, vous voyez qui a baissé par rapport au mois dernier, je vais fournir quelques informations par rapport à ça. On voit que j'ai également une ligne Inat Pharma, Danone, Airbus et BIC qui sont des lignes comprises entre 2 et 3%, qui représentent entre 2 et 3% du portefeuille. Alors ce que je vais faire maintenant, tout simplement, c'est que je vais commenter ces différentes lignes, et en particulier je vais commenter les lignes qui ont évolué donc au cours du mois d'avril. D'accord? Donc je vais présenter les ajustements auxquels j'ai procédé durant le mois d'avril. Alors, premier ajustement, j'ai vendu 15 parts de l'ETF Lyxor CAC 40. Alors pourquoi est-ce que j'ai vendu cet ETF? Je vais le présenter juste après avec quelques graphiques et quelques informations. Donc j'ai réduit ma position, j'ai diminué ma position sur l'ETF CAC 40 de moitié, puisque j'avais 31 parts le mois dernier, j'ai maintenant 16 parts en portefeuille.
Alors, on voit également que j'ai réduit ma position sur Enad Pharma puisque je me retrouve désormais à 45 parts. J'ai vendu 45 titres, donc 45 actions. J'ai vendu 45 actions d'Enad Pharma et je me retrouve donc avec 45 actions Enad Pharma en portefeuille, c'est-à-dire là aussi que j'ai réduit ma position de moitié. Alors, on voit également que j'ai réduit ma position sur Danone puisque j'ai vendu 4 actions et je me retrouve désormais à 4 actions en portefeuille sur Danone. C'est-à-dire qu'au cours du mois d'avril, j'ai profité de la remontée des marchés, puisqu'il faut garder en tête que le CAC 40 est passé de 3600 points à 4600 points. C'est-à-dire que le CAC 40 est remonté de 1000 points environ, c'est-à-dire un peu plus de 25%. D'accord, donc de mon côté, j'ai profité de cette remontée du marché extrêmement rapide, il faut être honnête, extrêmement rapide, pour me délester de certains titres, d'accord, et de la même manière pour faire augmenter mon solde d'espèces, d'accord, mon niveau de liquidité en portefeuille. Donc j'ai réduit ma position sur le TF CAC 40, j'ai réduit ma position sur Enad Pharma, qui je vous le rappelle, donc là est coté à 6,45 €, mais a connu une baisse à 2,90 € avant de remonter aux alentours de 6,50 €. D'accord, donc j'ai réduit ma position sur Enad Pharma, j'ai également réduit ma position sur Danone, d'accord, puisque j'ai commencé à liquider le titre aux alentours des 62-63 €. Alors ce qui me permet au final d'avoir environ 1726 € de liquidité, et ce qui va me permettre éventuellement de profiter d'opportunités si jamais les cours venaient à rebaisser. Et je vais en parler tout de suite. Alors le premier point que j'aimerais évoquer ici, c'est pourquoi j'ai réduit ma position sur l'ETF CAC 40. Alors tout simplement, je vous ai mis ici un graphique du CAC 40 Futures, donc du CAC 40 en mode contrat à terme, sur lequel on peut voir en fait que le CAC 40 en fait est venu toucher, en tout cas le contrat futur sur le CAC 40 est venu toucher environ 3600 points, vous voyez 3633, 3634 points environ, avant de remonter aux alentours des 4600 points. Alors le premier point ici, c'est qu'en fait ce qu'on voit graphiquement, c'est qu'on est en train d'évoluer entre deux zones, d'accord, avant de fortement chuter, de casser ici un support qui était le support du canal haussier de longue période qui datait de 2009, et on avait vu qu'en fait le CAC 40 était venu toucher le report du support ici en noir dans la zone des 3600 points. Et on avait repéré, donc ça il y a plus de 2 mois déjà, qu'on avait une zone ici très importante, située entre 3600 points environ et 4100-4200 points environ. Donc ce qu'on voit, c'est que le CAC 40 est venu pénétrer dans cette zone avant de rebondir fortement. Alors on voit également qu'on a une forme de double sommet, ici une figure en double sommet, et donc potentiellement ce à quoi on est en train d'assister ici, c'est un rebond technique, d'accord, pour marquer ici une inversion de polarité au niveau des 4680 points. Alors j'en avais parlé dans plusieurs vidéos, j'avais insisté sur le fait que les 4680 points étaient potentiellement une zone importante, et ce qu'il faudra voir, c'est voir si le CAC 40 a la capacité de remonter au niveau des 4800, voire 5000 points ici, ou si le CAC 40 va bloquer dans cette zone. Alors on pourrait remonter un peu plus haut, on pourrait remonter à 4007, 4008 éventuellement, et il va falloir voir si le CAC 40 a la capacité de remonter plus haut, ce à quoi je doute pour le moment. D'accord? Donc mon scénario privilégié sur le CAC 40, en tout cas d'un point de vue technique, c'est éventuellement une rechute, donc à horizon de 3 mois, une rechute en direction des 4000 points, dans un premier temps. Alors on voit qu'au niveau du RSI 14 périodes, on a une reprise technique également. On avait un support ici qui avait été cassé, donc on avait un triangle ici. Le support avait été cassé et on voit que le CAC 40 au niveau du RSI est en train de faire un rebond, donc de rebondir, c'est une sorte de rebond technique, qui pourrait également marquer une inversion de polarité ici avant une reprise baissière. Et comme j'avais indiqué dans une précédente vidéo, en cas de rupture ici de la zone rouge au niveau du RSI, on pourrait avoir une forte baisse des prix. Vous voyez, comme en 2002, vous voyez, on avait une forte baisse des prix une fois que cette zone avait été cassée, ou éventuellement comme en 2008-2009, où on avait également eu une très forte baisse de prix ici. Alors l'autre point important, c'est que vous voyez, on est ici sur une zone verte, et qui historiquement est une zone de support, donc support et éventuellement résistance quand on se trouve en dessous. Donc l'idée en fait, c'est que
on a un marché, donc on a un canal horizontal de très longue période sur le CAC 40. Donc ici on est sur les contrats futurs, dans lequel en fait on a une sorte de zone de résonance, ici marquée en bleu puis en vert pour montrer ici cette délimitation du canal en deux zones. D'accord ? Quand les cours se trouvent au-dessus de cette zone, donc de cette zone de résonance, le CAC 40 est plutôt bien positionné. Quand les cours se trouvent en dessous, en revanche, le CAC 40 est plutôt mal positionné. D'accord ? C'est ce à quoi on avait assisté en 2002-2003, et c'est ce à quoi on avait assisté non seulement en 2008-2009, mais également en 2011-2012. Donc la vraie question pour le CAC 40, et pour les indices de manière générale, y compris l'indice américain, c'est de savoir si en fait les indices vont aller plus bas, et vont dans ce cas marquer une récession beaucoup plus profonde en termes économiques. Et je vais en parler juste après. Donc voilà, donc j'ai réduit mon exposition sur le TFK 40, en sachant que effectivement si le CAC 40 redescend dans la zone des 4000 points, je serai à nouveau acheteur et je commencerai à réacheter du CAC 40 par palier, donc c'est-à-dire à 4000 points, potentiellement à 3800 et 3500 et ainsi de suite. D'accord ? Alors, autre point important, c'est que j'ai des vues sur d'autres ETF, notamment des ETF de pays émergents, et donc cette liquidité, si elle n'est pas employée sur le CAC 40, le sera sur d'autres ETF de pays émergents. Ça, c'est un autre point important, il me semble. Alors, on va regarder un second graphique, qui est le graphique d'Inat Pharma. Et donc, je vais essayer de vous expliquer pourquoi j'ai réduit ma position sur Inat Pharma de moitié. Alors, Inat Pharma, on avait vu que le titre évoluait dans un canal ascendant de longue période, ici marqué par des zones de support et de résistance en orange, donc zone de support en bas, zone de résistance en haut. Et en fait, ce à quoi on a assisté au cours du mois de mars, c'est une forte chute du titre Inat Pharma qui est venu chercher les 2,90 € ici, avant de fortement remonter. Donc sur le titre Inat Pharma, on a un marteau en fait. On peut estimer ici qu'on a une tendance baissière, donc tendance baissière de long terme qui remonte à 2015, avec un marteau, donc un nouveau point bas qui a été marqué, une reprise haussière. Donc généralement, quand on a un marteau comme ceci, il y a deux points importants. Le premier, c'est que le marteau peut marquer le point bas de la tendance baissière. Donc potentiellement ici, le titre a peut-être fait son point bas et s'apprête à repartir sur une tendance haussière. Le deuxième point important, donc ça c'est plutôt haussier, le deuxième point important, c'est que généralement quand on a un marteau comme ça avec une très grande mèche, ce qui se passe c'est que la mèche est retestée pour être validée. D'accord ? Donc on a deux zones d'achat potentielles sur Inat Pharma qui se situent aux alentours des 4,70 €. D'accord, donc c'est-à-dire au milieu de la mèche, et qui se situe également aux alentours des 2,90 €, qui correspond au bas de la mèche ici. Donc milieu de la mèche ici et bas de la mèche ici. D'accord, donc ce qui veut dire que j'ai réduit ma position de moitié. Pourquoi ? Parce qu'on est toujours dans un triangle de consolidation, ce qui veut dire que le titre peut repartir à la hausse comme il peut repartir à la baisse. Alors ma stratégie sera simple, la moitié de position que j'ai gardée en portefeuille, je vais la laisser courir au cours des mois qui viennent, donc c'est-à-dire que si le titre part à la hausse, eh bien ma position fera des plus-values, d'accord, elle est déjà en plus-value latente, mais elle continuera à faire des plus-values. Si jamais le titre venait à rebaisser, je redeviendrai acheteur dans la zone des 4,70 €, tout simplement. D'accord, donc retest de la mèche au niveau du chandelier japonais. Si jamais ceci se passe, dans ce cas, je redeviendrai acheteur et je doublerai ma position sur Inat Pharma pour revenir à une taille de position initiale, d'accord, que je ne souhaite pas dépasser. Je l'avais expliqué dans d'autres vidéos. Alors le troisième point, c'est sur Danone. Donc là aussi, j'ai vendu 4 actions Danone, donc j'ai réduit ma position et mon exposition à Danone de moitié. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'estime que les cours de Danone, en fait, d'un point de vue technique, vous voyez, on a une figure de retournement ici avec une figure en pénétrante au niveau des chandeliers japonais. Donc c'est intéressant. On avait vu que cette zone représentait potentiellement une zone d'achat. Ceci étant, d'un point de vue fondamental, je trouve que le titre est relativement cher. D'accord ? Donc pour ma part, je suis acheteur de Danone en dessous des 60 €, mais pas forcément au-dessus des 60 €. D'accord ? C'est-à-dire que si le cours de Danone se remet à baisser, je redeviendrai acheteur en dessous des 60 € et je continuerai à accumuler des titres. Par contre, au-dessus des 60 €, je ne suis pas forcément acheteur de Danone. D'accord ? En tout cas, pas à court terme. Pourquoi ? Parce que d'un point de vue technique, d'accord,
d'un point de vue technique, on a une zone ici entre 60 et 40 euros qui semble intéressante. Et donc potentiellement, si le titre venait à baisser, il pourrait être pertinent d'augmenter sa position. Maintenant, un retour au-dessus ici des 60 euros ne paraît pas extrêmement pertinent actuellement. D'accord? En tout cas d'un point de vue fondamental. Donc j'ai réduit ma position de moitié, je n'hésiterai pas à reprendre du Danone en cas de baisse du titre et à augmenter mon exposition comme ceci au fur et à mesure du temps qui passe, si jamais le prix qui est proposé me semble un prix intéressant. Tout simplement, voilà. Je reste très optimiste sur Danone à long terme, ceci étant, je ne suis pas prêt à payer n'importe quel prix pour acheter le titre. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais commenter un peu l'économie, d'accord, en vous expliquant pourquoi j'ai augmenté ma position en cash et pourquoi je pense que le marché a de grandes probabilités de rebaisser dans les semaines et les mois qui viennent. Alors, la première chose importante à signaler, c'est la situation aux États-Unis, donc la situation sur le plan de l'emploi aux États-Unis. Alors, je vous ai mis ici un graphique en provenance de CNBC, la chaîne CNBC, la chaîne américaine, dans lequel CNBC en fait nous montre l'évolution des demandeurs d'emploi aux États-Unis. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a une explosion du nombre de demandeurs d'emploi donc aux États-Unis sur les 4 dernières semaines. Vous voyez, puisqu'en 4 semaines, on a aux États-Unis l'apparition de 22 millions de demandeurs d'emploi, ce qui est tout à fait énorme, en particulier quand on compare ces chiffres avec les chiffres de 2008-2009, qui, je vous le rappelle, était une grosse crise financière et économique. D'accord ? Donc si ceci était une grosse crise économique, ceci est une très grosse crise économique. Ça, il faut bien en avoir conscience. Alors le deuxième graphique que je vais vous présenter ici, c'est l'augmentation extrêmement brutale du nombre de chômeurs aux États-Unis. D'accord ? Donc ça, ce sont toujours les demandeurs d'emploi au cours des 6 dernières semaines. Et ce qu'on peut voir, et c'est le point important, c'est qu'en fait, vous voyez, on a eu 8,7 millions d'emplois perdus aux États-Unis pendant la grande récession. D'accord ? C'est comme ça qu'on appelle la crise de 2008-2009. Donc 8,7 millions d'emplois perdus, puis 22,4 millions d'emplois créés. Donc ça, c'est au cours des 10 années qui ont suivi la grande récession. Et vous voyez qu'en 6 semaines seulement, on a non seulement effacé toutes les créations d'emplois qui ont eu lieu au cours des 10 années précédentes, mais on a également détruit encore plus d'emplois. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve en 2020 dans une situation qui est pire que la situation de 2008-2009. D'accord ? Et tout ceci en 6 semaines seulement. Donc forcément, l'impact sur l'économie, l'impact sur le moral, l'impact sur la consommation, et je vous rappelle que la consommation représente 70% du PIB américain, et ça représente l'essentiel du PIB des pays développés, l'impact sur la consommation dans les mois et les trimestres qui viennent va être extrêmement important. D'accord ? Ce qui veut dire que les valorisations actuelles des entreprises ne sont pas forcément justifiées. D'accord ? D'où le fait qu'effectivement, je commence à me délester de certains titres qui me semblent les moins décotés. D'accord ? J'ai gardé en portefeuille les titres qui me semblent les plus décotés et j'ai commencé à alléger certaines positions sur les titres qui me paraissent les moins décotés. Alors je vous ai également mis un article, une copie d'un article extrait du Parisien sur lequel on nous dit que le chômage partiel sera moins généreux à partir du 1er juin. Et ça, je pense que ça peut avoir un impact sur la consommation des ménages et donc sur la rentabilité des entreprises. D'accord ? Donc on nous dit ici qu'actuellement on a 11,3 millions de Français qui bénéficient du chômage partiel, d'une mesure de chômage partiel. On nous dit également que le chômage partiel va être moins généreux à partir du 1er juin, c'est-à-dire dans moins d'un mois, et ce qui va forcément impacter la consommation au cours du mois de juin, au cours du mois de juillet, septembre, etc. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir des mesures de déconfinement progressives. Pour autant, la consommation ne va pas revenir à la normale avant plusieurs trimestres. D'accord ? Et ceci va fortement impacter les résultats des entreprises, donc au T2 et au T3, et potentiellement au T4 également. D'accord ? Voire pendant l'année 2021. Donc tout ceci est à prendre en compte, et encore une fois, tout ceci ne me semble pas en phase avec la valorisation actuelle de certains titres. Alors je vous ai mis ici la croissance économique des États-Unis, donc les changements en termes de pourcentage de PIB, et vous voyez qu'en fait ici au niveau du PIB américain, celui-ci donc au cours du premier trimestre 2020 a baissé de 4,8%. Donc
quand on compare cette baisse de PIB donc pour 2020 au cours du premier trimestre par rapport aux baisses de PIB qui ont eu lieu pendant la grande récession, donc pendant la crise de 2008-2009, on voit qu'au cours du premier trimestre, on affiche déjà moins 4,8%. En gardant à l'esprit que les États-Unis ont commencé à fermer leurs magasins, donc à fermer l'économie, seulement à la fin du mois de mars, d'accord? Ce qui veut dire concrètement que le vrai impact sur l'économie américaine va se produire au T2 et au T3. Et donc on peut aisément anticiper, d'accord, des baisses d'activité, donc des baisses de PIB, au moins équivalentes aux baisses de PIB de 2008-2009. Et certains analystes anticipent d'ores et déjà pour le T2 une baisse du PIB de 13 à 14%, d'accord? Ce qui veut dire que la crise actuelle est potentiellement plus grave d'un point de vue économique, donc au niveau de la consommation, au niveau du PIB, que la crise de 2008-2009, d'accord? Ce qui veut également dire que l'impact sur les entreprises va être extrêmement important, extrêmement violent. D'accord? Puisque les entreprises actuellement sont en train de lever des lignes de crédit, sont en train de s'endetter, et donc cet endettement supplémentaire va impacter la rentabilité des entreprises au cours des 3, 4, 5 années qui viennent. Peut-être plus. Alors je vous ai mis la même chose pour le PIB français, cette fois-ci le document provient de Statista, et donc ce qu'on peut voir c'est qu'au T1 2020, donc au premier trimestre 2020, le PIB français a plongé de 5,8%, ce qui n'était jamais arrivé depuis, on remonte dans le passé, depuis en fait la Seconde Guerre mondiale, d'accord? Puisque pour retrouver des chiffres identiques, il faut remonter aux manifestations de mai 68, je vous rappelle qu'on avait une grève générale, on avait entre 5 et 7 millions de personnes dans les rues, je me souviens plus exactement, mais je crois que c'était autour de 5 à 7 millions de personnes, et donc pour revenir à un choc aussi important, il faut remonter au deuxième trimestre 1968. Alors on note ici en 1968 une forte reprise ici du PIB au T3, cependant il ne faut pas occulter donc ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire que l'impact sur la consommation, donc le chômage partiel, la perte de confiance, l'impact sur la consommation va être beaucoup plus important qu'au cours du T3 1968, d'accord? Donc on pourra avoir ici une reprise éventuellement du PIB, et j'en suis vraiment pas sûr, en tout cas je n'y crois pas trop pour le T2 2020, et quand la reprise aura lieu, peut-être au T4 2020, dans ce cas-là, cette reprise sera peut-être beaucoup plus faible qu'ici, en raison des conséquences d'un chômage généralisé, d'accord? Et d'une perte de confiance des ménages qui auront tendance à davantage épargner qu'auparavant. Alors, je vous ai mis ici une copie d'écran de ma page Google Sheet sur laquelle je présente mon portefeuille. Donc vous avez ici toutes les informations, vous pourrez les regarder dans le détail. Ce qu'on peut voir ici, c'est que vous voyez, j'ai certains titres en plus-value, certaines valeurs en plus-value, j'en ai d'autres en moins-value, voire en très forte moins-value, puisque si on regarde ici les plus-values et les moins-values, donc quand on regarde du côté des plus-values, on voit que le CAC 40 affiche plus 8,54%, donc l'ETF sur le CAC 40, on voit que Inat Pharma affiche plus 7,5%, mais c'est très volatile, on voit que Danone affiche plus 6,9%, et on voit que Airbus affiche plus 15,3%. Alors du côté des moins-values, on voit de grosses moins-values au niveau de Total, alors là c'est un peu compensé par les dividendes, puisque Total verse un gros dividende et a pour l'instant maintenu son dividende. On a une grosse moins-value au niveau de Renault, moins 39%, une grosse moins-value au niveau de Maison du Monde, et quoique c'est en train de bien remonter, puisqu'à un moment j'étais à moins 45%, et je n'ai pas racheté de titre depuis, donc il y a plutôt une belle remontée sur le titre. Et on observe également des moins-values sur Eutelsat et sur ici Société BIC. D'accord ? Alors un point important, c'est que mes lignes ne sont pas forcément complètes ici. J'attends ici des signaux de retournement fiables à plus long terme. Et donc quand j'aurai ces signaux de retournement un peu fiables au niveau des chandeliers japonais notamment, ce qui n'est pas le cas pour le moment, je commencerai à renforcer éventuellement certaines de ces lignes. D'accord ? Mon objectif est un objectif à 5, 7, éventuellement 10 ans sur ces titres. Et je garde la conviction que il est tout à fait possible de profiter de la reprise des valeurs cycliques d'ici 3 à 5 ans. Voilà, donc il faut bien garder à l'esprit que ces lignes sont des lignes en construction et qu'elles sont amenées à être modifiées au cours des trimestres qui viennent. Voilà.
Donc on voit que le portefeuille affiche environ moins 15, moins 16%, d'accord, donc il est bien remonté puisqu'à un moment j'avais un portefeuille qui affichait quasiment moins 30%, donc ici on est à moins 15, moins 16%. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, il faut garder à l'esprit quand on investit en action qu'on a un portefeuille qui peut de temps en temps fortement chuter et subir les impacts d'une crise économique ou d'une crise financière. Pour autant, viendra le moment où l'économie repartira et où les entreprises reprendront le chemin des profits et donc reprendront le chemin de la hausse en termes de hausse de prix des cours boursiers. Alors ici on voit les versements de dividendes prévus en 2020. Alors j'ai fait quelques modifications ici puisqu'on voit que Total continue à verser son dividende, donc ça c'est toujours bien. On voit que BIC a réduit son dividende, pour autant BIC va continuer à verser un dividende intéressant. Alors on voit par contre que Maisons du Monde a supprimé son dividende, donc j'ai mis 0 ici. Et on voit également que Renault a supprimé son dividende, j'en avais parlé dans la dernière vidéo. Alors j'ai mis un point d'interrogation ici pour Danone puisque le dividende a priori va être versé cette année, mais on ne sait pas si le dividende va être versé au mois de juillet ou plus tard dans l'année. J'ai également mis, donc ici c'est Eutelsat en orange, puisque Eutelsat a annoncé la baisse de son dividende. Pour autant, la société va continuer à verser un dividende, ce qui est plutôt intéressant. Alors ce qu'on peut noter ici, c'est le montant total des dividendes qui vont être perçus cette année, donc pour l'année 2020, on voit que ce montant par rapport à il y a 3 mois a fortement baissé, d'accord, puisqu'il a été réduit d'environ 45 à 50%. Alors je vais maintenant présenter l'allocation du portefeuille. Donc ce qu'on voit ici, ce qui a changé par rapport au mois dernier, c'est la forte augmentation des liquidités du portefeuille, puisque j'ai des liquidités qui représentent maintenant environ 18% du portefeuille. Alors on voit toujours que Total représente la ligne principale du portefeuille à 21%, et je pense continuer à renforcer cette ligne au cours des mois qui viennent, d'accord, puisque je reste convaincu que les grandes compagnies pétrolières, plutôt bien positionnées et plutôt bien équilibrées comme Total, continueront à profiter des faillites, vont profiter des faillites qui vont avoir lieu dans le secteur pétrolier au cours des trimestres qui viennent. D'accord ? Donc je pense que Total est un acteur plutôt bien positionné pour du long terme, et donc je continuerai à renforcer ma ligne. Alors je peux vous donner même un cours auquel je compte renforcer ma position, puisque je pense renforcer ma position lorsque le cours de Total sera en dessous des 30 €. Donc c'est-à-dire que tant que Total est en dessous des 30 € au cours des mois qui viennent, je continuerai à renforcer ma position. Alors vous voyez que l'ETF Lyxor PEA Turquie représente toujours une part importante de mon portefeuille. La Turquie est un pays auquel je crois énormément, et encore une fois ma ligne n'est pas complète, et donc si les cours de l'ETF Lyxor PEA Turquie venaient à baisser, ce qui est tout à fait possible, alors dans ce cas je continuerai à renforcer ma position. Alors bien entendu, comme j'en ai parlé tout à l'heure, si le CAC 40 redescend aux alentours des 4000 €, je reprendrai des positions sur l'ETF Lyxor CAC 40, et j'ai également en vue certaines positions sur des ETF de pays émergents que j'évoquerai dans les mois qui viennent. Alors, je n'ai pas modifié ma position sur Renault, je n'ai pas modifié ma position sur Airbus, c'est une position en construction, et je n'ai pas modifié ma position sur Maisons du Monde. Pour les autres positions, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors un point important, c'est qu'on voit toujours que j'ai un portefeuille constitué de valeurs extrêmement cycliques, et on va le voir justement dans la dernière partie consacrée à l'allocation à la Peter Lynch. Alors on voit qu'effectivement mes valeurs cycliques représentent 64,2% du portefeuille, ce qui est probablement bien trop important dans un marché baissier. Ceci étant, il s'agit d'un portefeuille en construction, puisque je fais des apports réguliers, et donc je compte dans les mois qui viennent renforcer également ces positions, notamment les fast growers, qui pour le moment je trouve sont beaucoup trop chers, et donc je ne suis pas prêt à engager mon capital sur ces valeurs, donc ça attendra pour le moment, j'attendrai de meilleures opportunités, et je compte également renforcer les stalwarts, donc les valeurs piliers, de belle qualité, mais encore une fois, pas à n'importe quel prix. Au niveau des turnarounds, je ne modifierai pas cette partie du portefeuille, puisque cette partie constituée en partie de Renault, du titre Renault.
D'accord, donc voilà, ça c'est pour mon allocation à la Peter Lynch. Donc on voit que j'ai une surexposition valeur cyclique, hein, ce qui fait peser un risque important sur mon portefeuille. Pour autant, ce sont des lignes en construction et qui vont être ajustées au cours des trimestres qui viennent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je suis encore désolé pour la qualité de cette vidéo. Je le fais avec du matériel de rechange, hein, qui va m'aider en attendant de remplacer mon matériel informatique. Et puisque mon ordinateur a craché, donc il va falloir que je travaille là-dessus dans les jours et les semaines qui viennent. En attendant, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.